Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver comme tous les mercredis soirs pour débattre de l'actualité nationale. Édifier un état de droit, lutter contre la corruption et rétablir la confiance des citoyens en leurs institutions, c'est ce à quoi s'est attelé le président de la République durant ses 3 années de mandat. On fait le bilan ce soir de ce qui a été réalisé au niveau politique et institutionnel. Cette confiance qui doit être créée entre le citoyen et les institutions, comme je le disais à l'instant, doit être mise en place à travers des institutions qui seront le lien entre le sommet et la base, à l'exemple de l'Observatoire national de la société civile et le Conseil supérieur de la jeunesse. De nombreux chantiers ont été ouverts, on en parlera ce soir avec nos analystes. La nouvelle constitution consacre également la protection des droits des enfants contre les différents crimes. Les premières assises nationales sur l'état de l'enfance en Algérie se sont tenues cette semaine, elles ont pris fin hier. De nombreuses recommandations en ont découlé, notamment le renforcement de notre cadre législatif, ce sera notre deuxième thématique. Et enfin, nous évoquerons un sujet de société qui prend de l'ampleur chez nous et cause des drames. Les accidents de la circulation endeuillent des milliers de familles chaque année. Une violence inouïe. Ce ne sont plus des accidents, mais un véritable terrorisme routier. Malgré le renforcement des mesures coercitives, rien ne freine les jeunes automobilistes qui sont dans la majorité des cas responsables des catastrophes routières. Comment mettre un terme à l'hécatombe et enraciner la culture du respect du code de la route, ce sera notre dernier plateau. Je vous présente notre premier plateau. Nous accueillons ce soir Monsieur Ahmed Trinissa, bonsoir. Bonsoir, madame. Vous êtes enseignant en droit public à l'Université d'Alger. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Et nous avons depuis Paris, en direct, Monsieur Badis Trinissa, bonsoir. Vous êtes analyste politique et expert en relations internationales. Merci d'être avec nous, Monsieur Trinissa. Merci à vous, bonsoir. Alors avant d'entamer le débat, je vous le disais, donc dans l'entame, le mandat du président de la République a été marqué par le lancement de profonds chantiers de réformes politiques, institutionnelles pour la restauration de la confiance des citoyens aux institutions et atteindre la stabilité de l'État. L'objectif étant de mettre fin aux pratiques anticonstitutionnelles connues par le passé. Un round-up sur ces chantiers, ces réalisations avec Saïda Mayouf. Les réformes institutionnelles et structurelles que connaît le pays ces dernières années constituent une étape importante dans le processus d'édification de l'Algérie nouvelle, visant à consolider les fondements d'un état de droit répondant aux aspirations du peuple, conformément aux engagements du président de la République depuis son élection à la magistrature suprême du pays le 12 décembre 2019. Ce processus s'est concrétisé par la poursuite des réformes politiques et institutionnelles profondes décidées par le président Tebboune en vertu de la Constitution de 2020, notamment à travers l'élaboration de textes juridiques et la mise en place des organes et des institutions nouvellement créés. Au lendemain de son élection, le président Tebboune s'est engagé pour la concrétisation d'un processus de réforme politique et structurelle profonde, réaffirmant ainsi son attachement à jeter les fondements d'un État fort de ses institutions et adossé sur les principes de moralisation de la vie publique, la consécration de l'indépendance de la justice, tout en veillant à mettre la gestion des affaires publiques à l'abri du pouvoir de l'argent. L'action du gouvernement s'est depuis lors focalisée sur la poursuite des réformes politiques et institutionnelles profondes décidées par le président de la République, notamment en ce qui concerne l'élaboration de textes juridiques y afférents et la mise en place de l'ensemble des organes et instances constitutionnelles. Dissolution de l'APN et des assemblées élues, puis des élections, et les chantiers des réformes n'ont eu de cesse de s'enchaîner. Installé en juin dernier, le Conseil supérieur de la jeunesse, en tant qu'organe consultatif placé auprès du président de la République, représente le point de départ pour les jeunes en vue d'adhérer à la nouvelle dynamique que connaît l'Algérie. Ce conseil est chargé de formuler des avis, des recommandations et des propositions concernant les questions relatives aux besoins de la jeunesse ainsi qu'à son épanouissement dans les domaines économiques, social, culturel, sportif et autres.
Toujours dans le cadre de la promotion des valeurs nationales et de la pratique démocratique et de la citoyenneté, un observatoire national de la société civile a été mis en place avec comme objectif de créer un cadre de dialogue, de concertation, de proposition, d'analyse et de prospective sur toutes les questions relatives à la société civile et à la promotion de son action. Placé auprès du président de la République, l'observatoire est considéré comme un acquis important pour la société civile dans la mesure où il vient concrétiser la vision du président de la République pour une société civile libre et responsable. Une haute autorité de transparence, de prévention et de lutte contre la corruption a été également installée en vue de consacrer les principes de transparence, d'intégrité et de bonne gouvernance, ainsi que le renforcement des fondements de l'état de droit et de justice. À cet égard, le gouvernement a inscrit dans son plan d'action découlant des 54 engagements du président de la République un axe lié à la moralisation de la vie publique dans lequel il s'est engagé à réformer la loi sur la prévention de la lutte contre la corruption afin de durcir les peines liées au délit de corruption et d'adopter des mécanismes pratiques de gestion des biens saisis et confisqués et de gestion des sociétés faisant l'objet de poursuites judiciaires dans des affaires de corruption. Dans le même sillage, des étapes importantes ont été franchies sur la voie du processus de parachèvement de l'édifice institutionnel, à l'instar de l'installation de la Cour constitutionnelle qui jouit davantage de prérogatives et d'attributions pour consolider la pratique démocratique. En ce sens, le rôle de la Cour est passé de la mission d'assurer le respect de la Constitution à celle de contrôle, d'arbitrage, de réglementation et de consultation, en plus des prérogatives liées au contrôle de la constitutionnalité des conventions, des lois et des réglementations. Avec la mise en place de ces organes, le président de la République aura réussi à concrétiser l'un des plus importants axes en matière de réforme politique, tout comme il est parvenu à édifier un état de droit dans le cadre de l'Algérie nouvelle à laquelle aspirent tous les Algériens. Voilà, donc un round-up de tout ce qui a été réalisé durant ces 3 années de mandat sur le plan institutionnel. Monsieur Trinissa, il était essentiel aujourd'hui, après ce qu'a vécu notre pays, de tout reconstruire sur le plan institutionnel? Oui, bien sûr, parce qu'on a assisté à une dégradation, à une mauvaise gouvernance marquée par la corruption généralisée, qui a été presque érigée en système de gouvernance qui régule la vie économique et politique. Tous les trucages des urnes, les affaires de la corruption, dilapidation des biens publics, cette gouvernance, et suite à un hiérarchie qui a été un catalyseur pour justement achever ce processus de dégradation, cette descente aux enfers, c'est-à-dire, et le hiérarchie a été solitaire. Et donc, le président s'est attelé, il s'est engagé, il a inauguré une nouvelle phase, un cycle politique nouveau, en rupture justement avec l'ancien régime, si on peut appeler ça. C'est-à-dire écrire une nouvelle page. Une nouvelle page de l'histoire. Pour rebâtir l'État politiquement, basé sur le retour à un principe cardinal, la souveraineté populaire. D'abord sur le plan des textes. Oui. Et là, initier une réforme constitutionnelle et révision constitutionnelle avec un débat large, dense, et surtout avec un référendum. C'est ça la souveraineté. D'abord, avec une constitution qui est le cadre politique et juridique d'un état de droit consolidé et fortifié, avec les institutions reconstituées sur la base le retour à la souveraineté avec une règle générale consacrée constitutionnelle sur le principe de la gestion transparence des affaires publiques dans la dimension politique, financière, économique, commerciale. Voilà le nœud, voilà le principe cardinal qui va régir. Et donc, on a, sur le plan
juridique, si vous voulez, on a mis les instruments, les règles, les textes et surtout les institutions qui sont attelées justement à concrétiser cette potentialité des balises, constitutionnelle qu'il est là. Il est belle, il est rose, mais quand même, comment concrétiser? Et donc, la condition sine qua non, c'est la gouvernance, c'est les institutions légitimes d'abord, pour le mode de gouvernance. Cette illégitimité vraiment endémique qui a affaibli l'État algérien sur le plan intérieur et extérieur. On a quand même assisté à un concert, à la constitution d'une caste comprador qui a presque spolié les intérêts publics, les biens publics. Elle a voulu régenter l'Algérie, mais quand même, on a quand même arrivé à les briser. Et donc, les institutions, la qualité des institutions, la légitimité, la qualité en termes de transparence, qui conditionne en fait, les institutions conditionnent la réussite de cet état de droit. Cet état de droit, on ne peut pas le concrétiser, on ne peut pas passer au niveau de la concrétisation sans des institutions d'abord politiques, souveraines, qui guident, qui producteurs des politiques publiques pour le bien public, justement, l'intérêt général. C'est ça qui a été sacrifié sur l'autel des intérêts très étroits. Et surtout, c'était presque des intérêts compradors qui ont vraiment lié l'Algérie, qui ont mis presque en cause l'indépendance nationale. Monsieur Khnissa, alors justement... il a fallu, je vous repose un peu la même question, il était essentiel de repartir de la base aujourd'hui, de revoir cette loi fondamentale, de mettre en quelque sorte des balises aussi pour recréer cet équilibre, pour recréer cette émergence de la société, donner la voix à la société civile, à la population, à la souveraineté populaire, comme vient de le préciser Monsieur Trinissa. Quel bilan faites-vous justement de tout ce qui a été réalisé sur le plan institutionnel durant ces 3 années de mandat ? Écoutez, de mon point de vue, je pense que tout objectivement parlant, aujourd'hui nous faisons face à une copie quasi parfaite, une plus que parfaite, je dirais même, au vu surtout du contexte dans lequel le président de la République, au lendemain de son élection, a hérité donc une crise multidimensionnelle, donc à savoir une économie titubante, à savoir une crise politique multidimensionnelle qui est mère de toutes les crises de mon point de vue, donc plus la crise sociale et bien évidemment ce Hirak authentique Moubarak béni qui a été véritable aussi curseur démocratique et véritable fabricant d'espoir dans lequel le président de la République s'est inscrit rapidement dans le sillage puisqu'il a été issu de la société civile et il sait interpréter ou traduire effectivement les attentes du peuple algérien par extension. Donc, mais je pense qu'aujourd'hui nous pouvons aisément dire que nous avons un président réformateur, un président pragmatique, mais surtout un président qui n'est pas dans le déclaratif, pas dans le slogan creux, mais plutôt dans le faire, F-A-I-R-E, et dans l'action concrète et factuelle sur le terrain, qui s'inscrit bien évidemment sur plusieurs chantiers. Nous avons évoqué effectivement quelques institutions, quelques organes qui sont venus s'imbriquer dans cette équation complexe, qui est celle de l'unification de l'état de droit et l'état de démocratie. Le président de la République est un fervent engagé et déterminé à vouloir entériner et édifier, mais surtout baliser, comme vous venez de le rappeler, ce chemin qui a été tracé au lendemain de son élection. Mais bien évidemment, il fallait d'abord établir une certaine stabilité politique. Chose faite aujourd'hui, nous pouvons considérer fièrement que l'Algérie jouit d'institutions relégitimées, d'institutions qui sont vent debout aux côtés justement du président de la République pour faire émerger cette Algérie, la faire rayonner. On a aussi un président de la République, Abdelmajid Tebboune, qui croit en l'Algérie du travail et des valeurs. Et donc surtout aussi celle de l'Algérie inclusive dans laquelle elle ne laisse personne en bas-côté ou elle ne marginalise personne. Et c'est ce que nous avons constaté depuis quelques chantiers déjà et depuis quelques mois, à savoir, vous l'avez évoqué tout à l'heure, même les enfants ont été pris en compte et même la jeunesse, vraisemblablement, en tout cas à travers cet organe, elle est au cœur aussi du réacteur et au cœur de l'action. C'est pour vous dire qu'effectivement, on a un président, encore une fois, qui est
qui est new wave, comme on dit entre parenthèses. Il était essentiel de rassembler aussi toutes les franges de la société, hein, que tout le monde se sente concerné par ce qui se passe au niveau de son pays, qu'on devienne acteur. C'est par cela que l'on a vu la réalisation, la création, donc comme vous l'avez rappelé, de c'est l'Observatoire de la société civile, également de celui de la jeunesse. On en reviendra hein, pour en parler. Donc aujourd'hui, finalement, créer cet état de droit, c'est pour dire vouloir créer hein, cet état de droit en mettant donc ces mécanismes qui viennent un peu s'enchaîner. Hein. C'est comme un maillon. Hein. Aujourd'hui, tout est lié pour dire au final tout simplement que nul n'est au-dessus de la loi. Oui, c'est ça aujourd'hui. L'état de droit, c'est l'état d'inclusion juridique générale. Tous les acteurs sont concernés. Ils sont garants et garantis. Donc, voilà un système potentiellement positif. Il est là pour garantir les droits et surtout garantir les garanties du droit. Donc, on est dans un état de droit qui garantit le droit d'accès au droit. Et donc, c'est compliqué. C'est un processus. Oui. Bon, c'est compliqué ma façon de. Mais c'est aussi formuler. Un long processus. C'est un long processus et tout le monde, il est là pour le concrétiser. Oui. Que ce soit, c'est la Constitution qui a défini les acteurs, les citoyens y compris, qui est l'acteur presque principal. Cet état de droit, cette activation de la société civile. On a une société civile, si vous voulez, qui est là, elle est active, elle est solidaire, elle est toujours là. On a une société, mais quand même... Elle ne trouvait pas de mécanismes à travers lesquels elle pouvait s'exprimer. Justement, comment le rendre acteur, acteur d'un développement économique, social, culturel, disons sportif. Pourquoi ? Parce que cette potentialité, il faut le valoriser et surtout dans une gouvernance efficace. Il ne faut pas faire la société civile des actions dispersées, presque du folklore. On l'a vu, on l'a vécu déjà par le passé. Il faut une orchestration, un orchestre symphonique pour se mobiliser autour d'objectifs concret de l'intérêt général. Ce n'est pas des intérêts catégoriels ou individuels, c'est surtout comment faire un consensus, c'est ça, un consensus absolument, autour des objectifs qu'on participe à leur construction, à leur exécution et surtout à leur évaluation. Ce qui est recherché, c'est cette gouvernance transparente et surtout efficace pour le passage d'une société qui est là, qu'il s'agite, mais qui n'arrive pas à concrétiser des objectifs, disons, concrets, quantifiables, qu'on peut le mesurer, qu'on peut l'évaluer. Pourquoi Mais Monsieur Knissa, s'il vous plaît. Alors, on a parlé, on vous a entendu, vous, Monsieur Knissa également, sur cette volonté politique qu'il y a eu de vouloir instaurer un véritable état de droit aujourd'hui à travers le renouvellement de toutes les institutions, à travers la création de nouveaux mécanismes. On parle aussi, ces modifications sont censées aussi apporter un changement au nouveau mode de gouvernance. Vous en avez parlé également, mais il ne suffit pas seulement aujourd'hui de mettre des mécanismes en place, il faut aussi changer ce modèle de pensée, arriver à agir autrement. Oui, justement, il faut cette action d'inclusion, le retour aux politiques, aux institutions légitimes, voilà la gouvernance, disons, politique. Et avec une société civile, avec une démocratie participative pour justement mobiliser la société, mobiliser les individus. Et ça va créer, c'est les conditions presque d'une production d'une culture politique nouvelle. C'est-à-dire la culture de la participation. Oui. Démocratie participative, implication des citoyens. Comment mobiliser les gens autour d'actes et d'acteurs identifiés avec des actions définies, avec des objectifs fixés. On ne rentre pas dans des considérations, des considérations vagues. C'est-à-dire pour que le citoyen lambda voit que c'est intéressant, c'est sérieux, c'est légitime, c'est l'intérêt général, c'est pas de l'agitation. C'est ça. Il faut passer, justement, on a une société... C'est placer l'intérêt du pays c'est une société presque, disons,
une grande partie démissionnaire. Tout ce qui est intérêt général, il n'est pas... On arrive à mobiliser les Algériens autour des objectifs nouveaux, autour de la solidarité, mais on n'arrive pas à les mobiliser tout le temps sur des objectifs pour tout le temps. Il est essentiel aujourd'hui de créer des ponts avec la société civile, avec la population, qu'elle sache qu'il y ait une écoute sur ses réelles préoccupations. Mais surtout la participation, c'est-à-dire et de participer. De rendre acteur. Que ce soit une force de proposition. Il faut passer de la posture d'assister qui attend l'État, cet assistanat généralisé, même sur le plan des idées, sur le plan des financements. Il faut créer, il faut de l'innovation sociale. C'est ça. C'est-à-dire l'Algérie qu'il est là. Il est amoureux de son pays, il est patriote, mais il n'arrive pas à s'exprimer. Ça. Plus que l'expression en termes de projet concret. Oui, à concrétiser, bien sûr. C'est-à-dire, c'est ça, on ne peut pas mobiliser les gens qu'autour d'objectifs définis, clairs, dans la transparence. Même ils participent à la construction de ces objectifs, à l'élaboration. C'est ça, là. Les dialogues aussi. Les dialogues, surtout. Monsieur Knissa, justement, on parle de ce nouveau paradigme constitutionnel, un nouveau mode de pensée. Aujourd'hui, il faut que tout cela soit suivi par de bonnes pratiques. Absolument. Au-delà du paradigme, le président de la République a voulu aussi élargir le prisme de lecture, de rapport entre les gouvernants et les gouvernés. Donc la société civile à travers toutes ses strates et ses composantes, notamment le citoyen. Mais vous savez, entre parenthèses, en temps de crise, l'important pour le citoyen n'est pas de jouer son rôle, mais plutôt de le comprendre, de le connaître, de le savoir. Et du coup, c'est pourquoi cette société civile doit être aussi en phase avec les enjeux, en phase avec les défis aussi, qu'ils soient d'ailleurs internes ou externes. Nous savons très bien que l'Algérie vit une situation géopolitique assez tendue, donc l'Algérie est ciblée, l'Algérie relève tous les défis sur l'international, mais aussi également à l'intérieur. Donc ce front intérieur devient vital. Cette consolidation, ce renforcement de front intérieur devient quelque chose de très important dans l'équation nationale. Et c'est pourquoi le président de la République, à travers des organismes, comme vous l'avez évoqué tout à l'heure, à savoir l'Observatoire national de la société civile, donne ce rôle qui revient à cette société civile, à ce citoyen, encore une fois, pour jouer pleinement son rôle dans cette équation citoyenne, à commencer par la reconsidération du rapport entre les deux parties. Nous avons évoqué tout à l'heure cette constitution qui est, pour moi, la source dont émanent tous les organes et toutes les directions, le cap qui a été donné par le président de la République. N'oublions pas, vous avez évoqué tout à l'heure, rétablir ce rapport de confiance, mais le président est dans le factuel, notamment par l'autorité, la haute autorité de transparence et de lutte contre la corruption, mais également le projet de création de cette agence pour effectivement la collecte et recouvrer les biens détournés par les prédécesseurs. Donc effectivement, on voit qu'il y a factuellement une volonté politique à vouloir recréer ce lien perdu, rappelons-le, qui aujourd'hui, nous le voyons, est en train de se tisser, mais au-delà de se tisser, il est en train de se consolider et se renforcer pour que, in fine, ce projet que veut porter le président de la République, un projet, rappelons-le, ambitieux, audacieux, en phase avec les enjeux et les mutations du monde, pour que ce projet, enfin, soit porté également par le citoyen, par le peuple, par toutes les composantes de l'Algérie. Alors, on a procédé par la suite au renouvellement des assemblées populaires nationales également. Ça pourrait remonter un peu plus loin dans le temps. Il était essentiel, vous parliez de confiance entre les citoyens et les institutions. Il était essentiel qu'on puisse se reconnaître dans nos parlementaires qui sont censés, eux, défendre les intérêts du peuple. Il était essentiel de repasser aussi par cette case, de revoir aussi la loi sur les élections, de donner plus de transparence à ces élections. Et à ce Parlement. Oui. Ça a créé cet équilibre de pouvoir. Le Parlement est censé aussi créer cet équilibre de pouvoir. La réforme constitutionnelle a quand même rééquilibré le président, surtout c'est la volonté du président de rééquilibrer les pouvoirs. Et là, cédé sur ce pouvoir. Et là, transférer, c'est sa volonté, certains pouvoirs au gouvernement. Donc, il veut une gouvernance démocratique efficace, transparente. Voilà pour ce qui est de la gouvernance politique, de la haute politique. Donc, voilà la volonté qui a été consacrée textuellement, qui est pratiquée et qui est concrétisée. Le président, il est
le meneur, c'est politique. Oui. Et il a surtout insisté sur les élections pour refonder ces institutions souveraines qui ont en fait souffert d'un discrédit grave. On était dans une... D'ailleurs, il y a eu de la transparence, même au niveau des chiffres, des résultats, les résultats ce qu'on n'avait pas vu ils sont réels. Avant. On a quand même garanti le maximum. On a fait émerger du sang neuf, donc des gens qui sont mobilisés pour l'intérêt général. C'est pas tout ce qui est cette confusion entre ce qui finance, tout ce qui est argent et politique, tout ce qui est intérêt général qui a été en fait sacrifié sur l'autel des intérêts privés. Mais surtout, les élections ont inauguré une nouvelle phase. Une nouvelle phase, disons. Ça peut être meilleur. C'est normal, il faut gagner la confiance. Gagner la confiance d'une façon graduelle. Les Algériens croient au changement. Voilà le président qui donne des gages, des actes concrets pour dire qu'il faut qu'on reparte sur des bases saines et surtout pour aller à l'essentiel, au développement, à la question économique, à la question sociale, donc à tout ce qui en jeu, ces défis, les challenges. Assurer la stabilité d'un pays, la démocratie. C'est les transitions. Pour pouvoir se développer. Oui, la transition numérique, la transition climatique, tout ce qui c'est défis, Vous parlez de gages, on parle de la Cour constitutionnelle également, qui vient d'être installée tout récemment. La Cour constitutionnelle qui offre cet accès. Qui justement garantit l'accès du citoyen à la Cour d'une façon presque indirecte, mais elle est là pour justement défendre quoi? Les droits fondamentaux. Et donc, quand même, il a presque une trentaine de décisions en matière d'exception de constitutionnalité qui marquent une nouvelle phase. C'est-à-dire, voilà un état de droit, une boucle bouclée. Voilà la boucle d'un état de droit, les droits dont la production du droit et l'application du droit, il est sous contrôle du citoyen. Voilà presque une boucle bouclée autour d'une évaluation, si vous voulez, en termes juridiques et sur la base de la protection des droits. C'est pas pour faire du droit formel, c'est pas pour faire de ce qui est beau, mais surtout ce qui est concret en rapport avec les droits des citoyens, les droits en termes que ce soit commercial, pénal, surtout les libertés, toutes les libertés. Et bon, on n'a pas le temps de développer. Il nous reste moins de 5 minutes. Je reviens vers vous, Monsieur Trinissa. Finalement, parmi les 54 engagements du président de la République, donc sur le plan institutionnel, beaucoup a été fait durant ces 3 années, sur un temps court, pour édifier cet état de droit. Mais parmi les axes les plus importants, je pense qu'il faudrait retenir ce qui a marqué aussi les Algériens, c'est cette lutte anticorruption, de la moralisation de la vie publique. Il y a des mécanismes qui ont été mis en place aujourd'hui. C'est sur ce niveau-là qu'il faudra peut-être se pencher davantage pour ne pas retomber dans les anciennes pratiques, être intransigeant sur cette question. Plus qu'intransigeant, il faut être exemplaire. Le président de la République a compris qu'effectivement, il faut être en phase, encore une fois, avec les attentes du peuple, mais surtout avec l'exercice politique, avec l'exercice de la vie publique. Et pour cela, bien évidemment, il a posé ses balises et même ses garde-fous pour qu'il puisse pérenniser ce travail à terme. Et voilà, il s'agit de pérenniser, c'est bien cela. Absolument. Donc c'est pour s'inscrire dans le temps, puisque le président de la République est sur des chantiers qui vont bien sûr dans cette gradualité, puisque le passif est important, le passif est profond, puisqu'on peut évoquer aussi ce chantier des mentalités, ou la rupture avec les anciennes mentalités. Là aussi, il y a tout un débat, et je pense qu'on pourrait y consacrer toute une émission. C'est ça, on parle de changer de modèle de pensée aujourd'hui et d'agir autrement. Toute la difficulté est là. Mais tout commence effectivement par cette exemplarité qu'on se doit de donner effectivement aux interlocuteurs, notamment le citoyen lambda, le citoyen là où il se trouve. Donc le président de la République en est conscient, c'est pourquoi il œuvre et il est intransigeant dans ce sens. Nous avons vu à maintes reprises ces déclarations, notamment sur la corruption, notamment sur la lutte
contre justement le dévoiement, le vol caractérisé que les Algériens ont pu vivre par le passé. Aujourd'hui, il y a cette rupture, je dirais, radicale, cette rupture aussi positive, puisqu'elle va dans le bon sens, et elle met encore une fois le citoyen au cœur, non seulement de l'action, mais aussi au cœur aussi de, je dirais, l'observation, au cœur aussi de, je dirais, le juge, quelque part, puisque au fait, justement, c'est à lui que revient la parole, à savoir les élections démocratiques. D'être plus présent. L'émergence d'institutions représentatives. Nous avons vu à travers un code électoral qui a donné place à la jeunesse. Donc rapidement, s'il vous plaît, on arrive un peu. On arrive un peu au terme de ce débat. Si vous pouvez juste conclure, s'il vous plaît. Je vais essayer. En tout cas, au-delà de la moralisation de la vie publique, je pense qu'aussi il y a la moralisation de l'exercice politique, puisque l'exercice politique, c'est là où effectivement le citoyen est amené à œuvrer, est amené à exercer, à savoir l'associatif, à savoir encarter dans des partis. Donc il y a cette moralisation qui est à faire aussi, dans laquelle le président de la République s'y est affairé depuis quelques mois, quelques années déjà, pour que cette politique redore un peu ces titres de noblesse, mais surtout qu'elle soit dans cette vertuosité qui créera encore une fois un citoyen conscient, un citoyen actif, donc un destin collectif. Merci, Monsieur Trinissa. On terminera avec vous, Monsieur Trinissa. Les réformes se poursuivent. Le prochain, ce sera la révision du code communal et de wilaya. Oui, justement, parce que le niveau local, territorial, conditionne la réussite de beaucoup de politiques publiques qui sont inaugurées, que ce soit l'investissement, l'agriculture, le niveau local et territorial est presque le niveau pertinent pour l'activation de ces politiques et la réussite. On ne peut pas faire autrement et c'est pour ça comment le code, les nouvelles lois pour justement transformer ces collectivités en acteurs plutôt que agents simples, développement en véritable chef d'entreprise, faire développer leur territoire, acteurs du développement. Très bien, merci Monsieur Trinissa, merci d'avoir participé à cette émission. Merci à vous Monsieur Badis Trinissa. Je rappelle que vous étiez en direct avec nous depuis Paris. Et je vous le disais, parmi aussi les changements apportés par la nouvelle Constitution, c'est bien la protection de l'enfance. Les premières assises nationales sur l'état de l'enfance en Algérie, dont les travaux ont pris fin hier soir, ont été sanctionnées par plusieurs recommandations, soulignant notamment l'importance de renforcer la législation relative à l'enfant et de mobiliser les moyens humains et matériel pour consacrer ses droits. De nombreuses propositions ont été formulées à cet effet, telles que l'élargissement des prérogatives de l'organe national de protection et de promotion de l'enfance à travers la création de délégations locales dans tout le territoire et l'association de l'ensemble des acteurs concernés. Nous accueillons donc notre deuxième plateau avec nos invités. Ils sont en train de s'installer. Bonsoir mesdames. Madame Aïda Mechri, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes psychologue et à l'organe national de protection et de promotion de l'enfant. Merci d'être avec nous sur ce plateau. C'est moi qui vous remercie. Nous avons également avec nous Maître Boubrit Lina. Bonsoir. Vous êtes avocate et membre de la Forum, la Fondation nationale pour la promotion de la santé et le développement de la recherche. Merci mesdames d'avoir accepté notre invitation. Alors aujourd'hui, on a assisté aux premières assises sur les droits de l'enfance, une protection assurée également dans la Constitution. Il était aujourd'hui essentiel de se réunir, d'ouvrir ce dialogue pour se concentrer sur les droits de l'enfance, vu le contexte aussi qui évolue. Aujourd'hui, on a besoin de nouveaux mécanismes à mettre en place. On parle de la nécessité de renforcer le cadre juridique. Qu'est-ce qu'il faut retenir aujourd'hui pour commencer de ces assises, Madame Mechri? Moi, d'abord, je vous remercie de nous permettre aussi d'habiter cet espace pour qu'on puisse juste souligner le symbolique de l'événement lui-même. Aujourd'hui, que le Premier ministre préside cette rencontre, et c'est un honneur, mais aussi ça permet aussi de donner l'appui à ces assises pour qu'on puisse vraiment impliquer, soutenir tous les programmes instaurés dans ce volet, mais aussi la participation de Monsieur le Président de l'APN, les membres du gouvernement, Monsieur le conseiller auprès de Monsieur le
président de la République, ça témoigne à quel point tout le programme et les décideurs sont au pied égal pour pouvoir vraiment soutenir cette démarche. Et puis voilà que ça permet aussi à Madame la déléguée nationale de la protection et la promotion de l'enfance, dans son programme, de pouvoir vraiment souligner tous les volets dans lesquels on peut bien sûr approcher et soutenir bien sûr tout le programme national. Alors aujourd'hui, il est essentiel de mettre l'enfant au cœur des préoccupations, vu les mutations, les adapter aux mutations en cours. Au niveau législatif, on dit souvent que nous avons le cadre réglementaire qu'il faut. Peut-être que nous ne sommes pas assez informés. Mais est-ce qu'aujourd'hui, l'enfant est protégé ? Alors, il faut savoir que, en fait, l'Algérie a adhéré à la Convention internationale des Ça coïncide avec les 30 ans, justement. Voilà, qui a été ratifiée par l'Algérie en 1992. Et puis, on a la nouvelle loi du 15 juillet 2015. Pas nouvelle, celle de 2015, oui. 2015, la dernière loi. Elle est assez nouvelle. Voilà, et puis il y a beaucoup de mesures qui sont édictées par le code pénal, par le code de procédure pénale, par le code de procédure civile. Il y a eu la loi sur les enlèvements, récente également, voilà, dans le code pénal. Voilà. Donc il y a beaucoup de textes de loi. Le législateur algérien a mis les textes de loi nécessaires, surtout la nouvelle loi. Enfin, moi je l'appelle nouvelle, la loi de 15... La dernière, c'est-à-dire de 2015. De 2015. Elle est bien construite. Il y a dans cette loi un certain nombre de mesures qui permettent la protection des droits de l'enfant, qui permettent la protection de l'enfant. Et quand on parle de droits de l'enfant, ce n'est pas que en termes d'agression, en termes pénal, etc. C'est aussi l'étude, droit à la santé, les loisirs, l'épanouissement, tous les droits qui sont l'éducation, la santé, Convention des droits de l'enfance. Alors aujourd'hui, quel bilan peut-on en faire chez nous ? On voit beaucoup défiler maintenant sur les réseaux sociaux des cas de maltraitance, des cas d'agression, des cas d'agression sexuelle, d'inceste. Est-ce que aujourd'hui ça prend de l'ampleur ou est-ce que c'est plus visible parce qu'il y a aussi les réseaux sociaux ? Et est-ce que nos mécanismes mis en place permettent de les protéger ? La question, elle est large. Vous savez, on peut vraiment voir la dimension de la situation de différents angles. Oui, ça nous permet aussi de parler de ces modalités dans lesquelles on peut mieux écouter, on peut mieux soulever les signalements, on peut mieux accompagner le professionnel dans les terrains, parce que avoir un texte de loi, mais aussi avoir ces formations. Il faut savoir l'appliquer. Absolument. Ça permet aussi de mieux lire, d'accompagner et donner d'autres chiffres qui sont vraiment reflètent un peu le vécu de la société. Au moins la situation de l'enfance dans notre société. Avons-nous des chiffres, justement ? Mais tout à fait. Moi, je crois que d'emblée, dans la création de tous ces systèmes, dans toutes ces modalités, le plus important, c'était de donner cette visibilité sur comment on peut vraiment approcher, d'abord pour voir les états des lieux, comment les choses, les institutions se placent dans notre territoire, dans les différents secteurs, mais surtout de revenir à ces signalements pour qu'on puisse vraiment souligner l'importance de répondre à ces demandes d'aide, de souligner ces situations de danger. Étant donné que si on parle aujourd'hui avec un texte de loi qui définit ces situations de danger, c'est important de pouvoir lire quel type de danger, comment vraiment intervenir, quelles sont les modalités d'intervention, comment on peut vraiment accompagner, parce que vous savez... Est-ce qu'on arrive à agir dans les temps, Madame Monsieur? Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes un organe où vous accueillez les appels, les signalements, vous avez un numéro vert, le 1111, et c'est bien de le citer. Peut-être qu'il n'est pas aussi connu par tout le monde, par les enfants eux-mêmes, parce qu'eux-mêmes ne connaissent pas forcément leurs droits. Il s'agit aussi d'inculquer cette notion de droit. Je crois que faire participer les enfants dans les assises et leur donner cette parole pour qu'ils puissent vraiment témoigner et dire, porter ce flambeau, permet aussi à l'enfant de s'identifier à ce volet dans lequel il peut adopter ces modalités. Comment on peut agir dans l'appel téléphonique. Aujourd'hui, si on a un numéro vert, c'est une fierté. L'Algérie, elle est parmi les meilleurs pays au monde qui ont instauré ces modalités d'appel dédiées à l'enfance. Vous savez combien d'appels de cas de maltraitance ou d'agression? Moi, je dirais, on a des équipes de roulement d'équipes qui restent maintenant avec une brigade de loi. Des psychologues, des juristes. Tout à fait, des juristes qui peuvent répondre à ces appels, mais aussi on travaille par équipe. Donc le numéro vert, il travaille y compris le samedi. Donc ça nous permet vraiment d'écouter. Aujourd'hui, je peux
dire qu'en moyenne, on arrive à 5000 appels par jour. Ceci dit qu'il y a des gens qui demandent de l'accompagnement, comment vraiment répondre à ces questions, accompagner les familles, mais surtout, définir ces situations de danger dans lesquelles on peut revenir à ces maltraitances. Vous avez apporté 2 thématiques ou 2 sujets extrêmement importants. Moi, je dirais tabou entre parenthèses. Quelques jours en arrière, on ne pouvait pas vraiment souligner dans le tabou, dans nos cultures, dans la spécificité de notre société. C'était un peu compliqué pour pouvoir définir. Aujourd'hui, je crois qu'on peut parler de l'enfant victime qui se retrouve aussi victime de ses actes, mais aussi victime d'une situation là où il peut être, qui se retrouve dans des conditions, des situations de détresse. Et c'est important de l'écouter, de relever et d'agir rapidement par rapport à cette demande d'aide. Alors, est-ce que cela suffit aujourd'hui d'écouter l'enfant? Vous parlez de beaucoup de tabous, du poids de la société aujourd'hui, donc on a peut-être du mal à dénoncer certains faits, certains actes, surtout dans des régions reculées, dans des régions éloignées où on n'a pas accès forcément à l'information, on n'a pas accès aux institutions, l'organe n'est pas présent partout sur le territoire national, on n'a pas cette facilité d'aller vers les forces de l'ordre, on tait souvent, c'est tabou, donc aujourd'hui on l'a compris. Est-ce que la parole de l'enfant suffit aujourd'hui pour pouvoir agir? Alors malheureusement, oui et non, mais on va dire le plus souvent c'est non. Même quand certains enfants, c'est-à-dire prennent leur courage et quand ils sont soutenus par des parents, quand ils ont des parents qui ne sont pas là à leur dire il ne faut pas parler, non, c'est interdit, c'est le voisin, c'est le tonton, c'est le cousin, etc. Donc même quand on a cette force d'appui qui est les parents derrière, et quand l'enfant fait le geste d'aller raconter ce qu'il a vécu, peut-être une agression, peut-être des attouchements, peut-être un acte, carrément un acte sexuel, même quand l'enfant il raconte ça, on a eu un cas concret au cabinet où un enfant a été agressé par un voisin et bon, en première instance il a été condamné à 3 ans de prison et puis on a été faire appel à cette décision parce que pour nous c'était aberrant, donc on a fait appel à cette décision de justice et malheureusement il a été acquitté par devant la cour d'appel. Il a été acquitté par absence de preuves. Pourquoi? Parce qu'en fait toute personne normalement constituée aurait écouté cet enfant, il aurait eu la certitude que cet enfant a réellement vécu ce qu'il raconte, parce qu'il raconte ça avec tellement de détails, avec tellement il y a des techniques, il y a des technicités, il y a des mots, il utilise certains termes et puis auditionné par des spécialistes qui peuvent reconnaître la véracité. Je vais revenir sur la question, mais je termine ça et je reviendrai sur la question. Mais malheureusement, cela n'a pas suffi. Le détenu a été accusé, a été acquitté. Pourquoi? Parce que sur le rapport du médecin légiste, il était mentionné absence de preuves physiques. Le médecin légiste va vouloir examiner, va chercher la preuve physique, va chercher l'égratignure. Parce qu'il n'a pas été dénoncé à temps. Parce que l'enfant n'a pas parlé tout de suite. Voilà, il a eu peur, c'est normal. Il voulait plus aller chez ses parents parce qu'il habite, c'est le voisin. Ce qui explique un peu la disparition des preuves. Voilà, violé par le voisin, donc il voulait plus aller chez lui, chez ses parents. Donc il faisait des cauchemars. Au bout d'un mois, ses parents se sont rendus compte. Ils n'arrêtaient pas de dire qu'est-ce qu'il y a. Ils ont été inquiétés et il a fini par raconter ce qui s'est passé. Au bout, malheureusement, 1 mois est passé. Au bout d'un mois de la preuve a disparu. Même ces affaires, ils les ont jetées. C'est le premier réflexe. Quand vous avez un enfant qui vient, il y a quelque chose de bizarre sur ses vêtements, on va jeter ses vêtements, on va lui donner une douche, on va vouloir guérir ses blessures. Voilà. Donc malheureusement... Donc il y a une détresse aussi quelque part de ne pas se sentir compris, de ne pas se sentir écouté et qu'il n'y ait pas eu justice aussi derrière. Bien évidemment. Parce que finalement, le coupable a été acquitté. Donc il y a des failles qu'il faut aujourd'hui renforcer. C'est bien ce qui a été dit lors des assises, qu'il fallait renforcer le cadre législatif. C'est à ce niveau-là qu'il faudrait agir. Qu'il faudrait renforcer le cadre législatif, mais surtout les mesures d'application. Parce que comme je vous ai dit tout à l'heure, la loi de 2015 est assez riche. Elle est vraiment bien construite. Cette loi, elle a amené de nouveaux corps qui mettent en avant l'enfant, qui est là pour assurer, pour structurer cette défense. D'ailleurs, l'organe, l'OMPPE, font plusieurs
sessions de formation. Sessions de formation, j'en ai participé à 2 avec Madame Mechri. Oui, donc, il faut qu'il y ait des juges spécialisés, des avocats spécialisés, évidemment. Alors, des psychologues. Il y a aussi, par exemple, le texte 2015, ce qui est très important, on n'avait pas ça avant, donc il a intégré l'enregistrement. Il permet l'enregistrement de l'audition de l'enfant. Ce qui n'était pas, on faisait pas ça avant. Donc on enregistre, le juge va venir ou bien le procureur va venir auditionner cet enfant normalement une seule fois. Parce que pourquoi peut-être Madame Mechri va confirmer ce que je vais dire, mais on va venir traumatiser cet enfant et réveiller la mémoire traumatique qu'il a, de le réécouter plusieurs fois devant plusieurs magistrats, devant plusieurs il s'agit aussi de le protéger. Dans un tribunal où il y a des gendarmes, plusieurs personnes. Donc voilà, ça rassure. Ça, c'est un élément de droit. Mais le problème, c'est l'application du texte. Il n'y a pas eu le suivi puisque sa parole n'a pas suffi. Aujourd'hui, cet enfant n'a pas dénoncé à temps par peur, ce qu'on peut comprendre. Il faudrait peut-être aussi sensibiliser les enfants, leur apprendre leurs droits, leur apprendre ce qui est normal, ce qui n'est pas normal. C'est encore une fois un sujet tabou, même au niveau de notre éducation, même au niveau de l'éducation nationale, qui devrait jouer un rôle dans l'éducation sexuelle, pas au sens qu'on l'entend, mais aujourd'hui d'informer sur ce qui est normal et pas normal. Moi, je crois que le non-dit est peut-être fatal. D'informer sur ses droits aussi. Absolument. Mais le non-dit peut être fatal. Si on est là aujourd'hui justement pour placer des mots, pour permettre justement à ces situations d'être clarifiées, vous soulignez juste un seul volet parmi tant de situations qui peuvent être très dangereuses. Hein. La maltraitance, l'exploitation de l'enfant, on peut retrouver l'enfant dans la mendicité. On va reparler, ça a aussi défrayé économique est peut-être aussi un autre exemple. Probablement le plus pudique, là où on peut vraiment dire que c'est un tabou dans lequel on peut parler. Je crois que la prévention, comment on peut vraiment réparer, la réparation, comment vraiment sensibiliser ces personnes, comment étayer l'enfant pour qu'il puisse comprendre qu'il y a des outils, qu'il y a des modalités, qu'il y a des personnes qui sont spécialisées, qu'il sera soutenu. Aujourd'hui, Mais concrètement, que fait justement votre organe pour arriver à cela, à inculquer ces droits de l'enfance, même au niveau des familles, hein. Chez nous, souvent, on pense c'est notre enfant, c'est notre bien, notre propriété, on a le droit d'agir comme on veut. Mais non. Aujourd'hui, il s'agit d'une personne qui a des droits. Comment arriver à inculquer justement cette notion ? Il faut agir sur les mentalités également. J'ai comme l'impression que vous comprenez un peu l'organisation comme un coup de téléphone ou un appel. Non, c'est beaucoup plus profond que ça. Il y a un programme de sensibilisation qui se fait. Voilà, il y a un travail aussi de formation qui se fait auprès des professionnels. Là, on revient à démystifier, à simplifier, à apporter, à instaurer aussi ces principes fondamentaux de la Convention internationale des droits de l'enfant. Aujourd'hui, le droit à la participation fait qu'on les fait participer, qu'on leur donne la parole. La non-discrimination fait qu'on travaille sur la différence et pour les enfants à besoins spécifiques, comment les intégrer, comment on peut parler avec eux. Dans le droit au développement, dans l'intérêt supérieur. Vous savez qu'aujourd'hui, avec la Constitution de 2020, où l'intérêt supérieur de l'enfant devient primordial pour qu'on puisse parler à ces situations. Maintenant, avoir ce langage et puis le donner à ces professionnels qui sont des juristes, qui sont des psychologues, qui accompagnent les familles. Le devenons, aujourd'hui, si on parle, ce n'est pas que à haut niveau de l'échelle de la discussion, arriver à accompagner les familles dans la simplicité, expliquer à un enfant, se tenir, c'est de lui permettre de faire la demande d'aide, de se retrouver dans le réseau d'aide aussi, parce qu'il y a plein d'institutions aussi qui reviennent, un travail de concertation qui nous permet aussi de recueillir ces informations et d'étayer, de comprendre. Vous travaillez d'ailleurs avec plusieurs ministères, vous collaborez avec plusieurs organes aujourd'hui pour assurer la prise en charge. Je crois que c'est ça la richesse. La vraie richesse, c'est de pouvoir aussi impliquer tous les professionnels dans différents secteurs pour qu'on puisse vraiment donner le vrai fond de ces programmes d'aide et de protection de l'enfance. Mais maintenant, vous savez, dans la protection sociale, je crois que c'est le volet le plus intéressant parce que ça revient à aider ces enfants, à ces familles
probablement en détresse, qui se déchirent aussi pour pouvoir recadrer, redynamiser et puis réparer ce qu'on peut réparer pour remettre et puis aider les gens en difficulté, les enfants en difficulté, tout en précisant que ça c'est leur droit, ce n'est pas un effort qu'on est en train de faire, mais aussi c'est un apprentissage, on est en train aussi de vivre un cycle très important dans notre vécu. Nous, Algériens, on a vécu des étapes vraiment très difficiles dans l'accompagnement de cette tranche d'adapter de tout notre cela aux mutations que nous connaissons et des évolutions que nous connaissons. Et parmi les évolutions, il y a bien sûr les réseaux sociaux aujourd'hui qui peuvent être également un nouveau danger pour les enfants. On l'a vu, il y a eu un démantèlement d'un réseau de pédophilie très récemment qui a aussi été dénoncé grâce aux réseaux sociaux. Donc il y a le bon et le mauvais à prendre des deux côtés. Il faut aussi protéger l'enfant à ce niveau-là. Du cyberharcèlement, de la cybercriminalité. Bien évidemment. Alors, le réseau social, c'est une arme à double tranchant. Comme elle peut être utile pour faire circuler l'information, pour faire connaître, pour connaître ses droits, justement, comme elle peut être un problème pour l'enfant. Mais ceci étant dit, il incombe aux parents la responsabilité de surveiller leurs enfants. On ne laisse pas un enfant de bas âge sans surveillance devant un ordinateur pendant des heures et des heures sans savoir ce qu'il faut. Toujours avoir un PC qui est comme ça face à vous, même si vous êtes de passage, vous allez pouvoir visionner ce qu'il est en train de faire. Alors je rejoins ce que disait Madame Mechri, la nouvelle loi et l'ONPPE précise avec exactitude que veut dire l'enfant en danger. Parce que comme on disait, l'enfant en danger, ce n'est pas uniquement prendre le tabassé. Et qui agresse l'enfant. Donc tout ça, c'est précisé dans la nouvelle loi de 2015. L'enfant en danger, et puis l'assistance de l'enfant et l'assistance des parents, qui est aussi assurée par l'ONPPE. Donc, quand cet enfant est en danger, quel que soit le danger, que ce soit un danger dû aux réseaux sociaux ou dans la rue, parce que il faut savoir dire qu'il y a un danger, il y a un enfant qui est en danger, et donc comment on va réagir. Et pour cela, il y a des mesures qui sont mises en application par le texte de loi. Donc, c'est les mesures de placement. Les mesures de placement, par exemple, vous avez en premier lieu chez l'autre parent, quand le premier parent a la garde, et que l'enfant est justement en danger avec ce parent, son propre parent. Donc, on le met en garde, on le place en garde chez le deuxième parent. Tout comme on peut le placer chez un membre de la famille ou chez quelqu'un de confiance ou dans les pires cas. Est-ce qu'il y a un suivi après tout cela? Quand on place l'enfant chez un nouveau parent ou chez quelqu'un d'autre, est-ce qu'il y a un suivi? Bien évidemment. Derrière? Il y a toute une équipe Est-ce qu'il y a Bien évidemment, il y a toute une équipe de psychologues, de pédopsychiatres qui sont derrière, qui font partie de l'ONPPE et qui font partie aussi de la Forem. Je citerai Madame Zmerline, professeur Gahar, qui font de l'excellent travail avec l'enfant. Voilà. Quels sont les cas de maltraitance que l'on dénonce le plus souvent et est-ce qu'on dénonce facilement aujourd'hui? De plus en plus. Moi, je dirais qu'aujourd'hui, si on arrive juste à parler de la maltraitance dans le verbal, vous savez, pas forcément recevoir des coups. On peut parler aussi de l'harcèlement aujourd'hui. De l'exploitation des enfants. Absolument. On les voit, la mendicité également, dans les rues. Tout à fait. Mais la maltraitance en elle-même, oui, on peut retrouver des situations dans les familles qui se déchirent, dans les comportements un peu violents. On peut parler de ce comportement qui est peut-être vraiment très difficile. Moi, je dirais toxique pour le vécu de l'enfant et dans son équilibre et son bien-être. Mais aussi, il y a la maltraitance dans la relation avec les professionnels, dans le milieu scolaire. On peut aussi retrouver des situations là où on peut soulever des signalements, surtout entre parenthèses, si l'enfant il a des troubles particuliers ou il n'est pas encore diagnostiqué, là où on peut retrouver des situations de difficultés scolaires ou des situations de troubles de l'apprentissage qui peuvent nuire à son équilibre. La maltraitance peut être vraiment très verbale, mais aussi dans le harcèlement qui peut prendre plusieurs formes. Aujourd'hui, je crois que si nous, professionnels, on arrive juste à trancher, est-ce que maltraiter dans un regard ou le bouleverser, de lui donner des coups ou l'harceler dans son vécu, tout ça fait que, voilà, on peut retrouver
trouver des situations qui peuvent nuire à son développement. Et ça nous revient de droit pour inculquer d'abord nos proches, pour le protéger, pour permettre à l'entourage, à tous ces professionnels de prendre au sérieux et d'agir rapidement. Aujourd'hui, ça ne suffit pas juste d'avoir l'information, mais de se mobiliser, de mettre en action. Et je crois qu'aujourd'hui, cette protection sociale et aussi judiciaire était parmi l'un des ateliers dans ces assises. Aujourd'hui, si on parle aussi dans la famille, le vécu de la famille était aussi un autre atelier. On revient aussi à ces technologies et leur effet dans la relation. Comme on peut trouver des enfants qui sont maltraités, utilisés, abusés, mais aussi dans l'addiction elle-même. Aujourd'hui, on ne peut pas revenir en arrière. C'est la technologie, c'est un monde différent, c'est quelque chose qui nous est imposé dans un monde qui peut être virtuel très fort. C'est à nous maintenant de placer ces limites et de dire là où on peut agir, comment le faire dans la simplicité, mais aussi dans les situations difficiles, accompagner, ouvrir cette parole et permettre aux professionnels aussi d'instaurer et de créer probablement prochainement le plan national de la protection de l'enfance. Alors justement, concrètement, comment agir quand on est face à un cas de violence d'un enfant ou de maltraitance d'un enfant? Quelles sont les démarches que l'on doit mener? Alors, en premier lieu, bien sûr, c'est le signalement. On va venir appeler le centre d'appel, le 1111, qui est un appel gratuit, bien sûr. Donc, et là, ils vont être réceptionnés par des gens compétents pour auditionner. Alors, il faut savoir que le signalement peut être fait par n'importe qui, par l'enfant lui-même, par son parent, par un voisin, par une personne physique, par une personne morale, par une association. Toute personne qui a vu et considérer qu'un enfant est en danger ou va être pris en compte en danger doit signaler. Ça, c'est le premier volet. Aussi, on peut aller directement, soit à un commissariat de police ou à la gendarmerie. On peut aller voir le procureur de la République. Voilà, on peut aller directement intenter une action, déposer plainte au niveau du procureur de la République. Très bien. Alors aujourd'hui, vous parliez tout à l'heure de faire un état des lieux sur la situation aujourd'hui des enfants. Il faut avoir aussi un système, une base de données, des chiffres. Est-ce que c'était prévu au niveau de l'organe ou est-ce que ça en est? Tout à fait. L'un des grands projets aussi dans le recueil de l'information. Et vous savez que le privilège de l'organe national, c'est justement le comité permanent de coordination qui regroupe les 16 secteurs ministériels qui peuvent faire un travail de concertation autour de ces questions. Le projet est lié aujourd'hui prochainement et dans le futur. Bien sûr, il y aura cette plateforme pour pouvoir vraiment donner les chiffres réels de la situation. Alors, parmi les recommandations qui ont été faites également, c'est la nécessité de diversifier les financements destinés au programme de protection de l'enfance. Il s'agit de donner aussi plus de moyens. Bien évidemment, bien évidemment. Les associations, elles essayent, elles font de leur mieux. Elles font des ateliers, elles organisent, mais avec les moyens de bord. C'est avec un financement limité. Bien sûr, si on avait plus de moyens, on pouvait. Mais les choses sont en train d'avancer. On remarque, on salue le courage et le nombre de... Je suis étonnée de voir le nombre d'activités organisées par l'organe national de protection de l'enfance. D'ailleurs, c'est leur premier but, c'est le but de la création de cet organe. Ils sont tous les jours en train de faire des ateliers, de la formation. Tous les jours, ils visent un secteur précis. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, vous demandez à ce qu'il y ait un cours, par exemple, intégré carrément dans les manuels scolaires? Le cours pédagogique, oui, tout à fait. Dans les manuels scolaires, c'est-à-dire afficher le numéro aux enfants, leur apprendre leurs droits et comment agir et tout. Je crois que ce sera le fruit prochainement, parce que vous savez, dans le signalement, la sensibilisation aussi, il y avait tout un travail de flyers, de panneaux publicitaires, d'accompagnement justement pour qu'on puisse vraiment vulgariser, mais aussi apporter de l'appui. Moi, je souligne un peu l'effort de tous les professionnels qui ont contribué dans ça, mais aussi le cours pédagogique, ça restera l'une de ces demandes pour l'ouverture d'une saison, que ça soit l'année scolaire, où ça permettra aussi d'avoir une référence algérienne. Mais voilà, je crois que les assises sont venues aussi comme événement, parce que je rappelle aussi que c'est une date phare qui coïncide avec la ratification de la Convention internationale des droits de l'enfant, le 30e anniversaire, qui fait vraiment un arrêt fort sur ce
événement dans la création de ces assises sur la situation de l'enfance en Algérie, dans leur réalisation. Je crois que avec cet effort, on va réaliser beaucoup de choses prochainement et ça va continuer dans le bien-être de l'enfant. Est-ce qu'il y a une bonne coordination? Généralement, c'est toujours ce qui fait défaut, une bonne coordination entre tous les organes, tous les ministères concernés à ce niveau-là. Le fort dans nos rencontres, c'est que chaque secteur, bien sûr, présente le meilleur de lui-même. Et puis, dans les débats, dans l'échange, vous savez, quand c'est multisectoriel, quand il y a la différence, il y a toujours des lectures qui sont très complémentaires. Et je crois que c'est ça qui a donné la richesse. Aujourd'hui, on peut parler, et heureusement qu'il y a cette richesse, pour qu'on puisse vraiment adapter, accorder nos cordes sur un seul langage, qui peut être le bien-être, mais aussi l'intérêt supérieur de l'enfant. Je crois que dans cette différence, dans cette volonté, la participation et la présence de tous ces professionnels de différents secteurs témoignaient l'engagement et le désir réel de pouvoir vraiment s'inscrire dans ce mouvement. Et puis voilà, je crois que ça ce n'est qu'un début, mais un tournant décisif dans lequel on peut vraiment retrouver un langage commun, des projets vraiment réels soutenus sur le terrain. Il faudrait, pour conclure, mettre aussi des mécanismes de veille, d'alerte pour pouvoir agir en amont aussi, oui, qui pourrait aider et la justice et les forces de l'ordre à agir. Oui, en amont, il y a en fait, il faut savoir, je reviens au thème de la pédophilie qui est un petit peu d'actualité par rapport au réseau qui a été démantelé dernièrement. Donc il y a par exemple une brigade spécialisée en cybercriminalité qui a été créée récemment, qui est située dans le Kabab Zouar, qui s'occupe de tout l'aspect cybercriminalité, etc. Donc ça, c'est très important. Il faudrait peut-être penser à faire des brigades de surveillance, pourquoi pas d'infiltration, sans toucher bien sûr au droit à la liberté d'expression, sans toucher à la liberté d'échanger les avec délinquants aussi, les délinquants sexuels notamment, les pédophiles, pouvoir les surveiller aussi. On n'en est pas encore là. Pour l'instant, on a le casier judiciaire qu'il faudrait mettre en place. Oui, pour l'instant, on peut avoir des mécanismes concrets, par exemple équiper au moins l'empêcher d'être en contact avec d'autres enfants. Voilà. C'est-à-dire que mais il peut se retrouver à travailler dans un cadre. On peut déjà commencer par équiper les salles d'audience ou plutôt les salles où on va recevoir cet enfant qui a déjà reçu un choc, qui est en choc émotionnel, faire une salle spécialisée avec des couleurs, quelques peluches de petites poupées. Voilà, ça va déjà le sortir de cette bulle dans laquelle il est. On peut aussi, par exemple, donner plus de valeur juridique à la parole de l'enfant. Oui. C'est vrai, c'est un enfant, il peut raconter des histoires. Oui. Il y a là, des professionnels psychologues qui sont là justement pour bien examiner cet enfant et savoir étudier son comportement et dire est-ce qu'il est en train de raconter la vérité, est-ce qu'il a subi réellement ça, ou bien il raconte, il répète une histoire qu'il a entendue qu'on lui a fait apprendre par cœur. Aussi, on pourrait rendre obligatoire un rapport de médecin psychologue, pédopsychiatre bien sûr, avant de déposer plainte et s'en appuyer, élever ça au rang de preuve. Oui. Merci. Voilà toutes les recommandations qu'il faudrait aujourd'hui ajouter pour mieux protéger nos enfants de tout acte de maltraitance ou autre. Merci mesdames d'avoir participé à ce débat et à cette émission. On poursuit avec notre troisième et dernière thématique qui portera sur la prévention et la sécurité routière. On revient sur ce bilan macabre de ce dernier mois en images avec Walid Yousfi et on reprend le débat. Avec plus de 1900 accidents de la circulation en moins d'un mois, le bilan annuel risque de s'alourdir considérablement. Pas moins de 886 accidents de la route ont été enregistrés un peu partout dans le pays du 11 au 17 décembre dernier, faisant 35 victimes et plus de 1037 blessés. Durant cette période, la wilaya de Sétif enregistre le plus grand nombre d'accidents, 5 personnes décédées et 67 autres blessées, dont pas moins de 50 accidents. À la même période du mois de septembre dernier, le bilan de la protection civile fait état de plus de 1230 accidents sur le territoire national, faisant 28 morts et plus de 1442 blessés.
Hier encore à Djelfa, les éléments de la protection civile sont intervenus très tôt le matin suite au renversement d'un bus de transport de voyageurs. Bilan, 19 blessés âgés entre 5 et 70 ans, dont certains grièvement. Fort heureusement, aucun décès n'a été recensé. Quelques jours avant, un autre accident est survenu sur la route nationale 45 qui relie Msila à Boussaada, impliquant cette fois encore un bus de transport de voyageurs. La protection civile fait état de 9 morts et 24 blessés. Il s'agit de l'accident le plus meurtrier du mois de décembre. Durant 2022, plus de 51 773 accidents de la route ont été recensés sur l'ensemble du territoire national contre 57 982 en 2021, avec 62 476 blessés et 1681 décès. Le facteur humain est généralement incriminé dans ces sinistres, notamment les excès de vitesse et les dépassements dangereux, mais souvent l'état des routes y est pour quelque chose. Même si on constate de légères baisses comparativement à une décennie en arrière, la situation reste alarmante avec le lot de drames routiers enregistrés quotidiennement. L'Algérie est classée parmi les pays où la route fait le plus de ravages. En matière de la lutte contre ce phénomène, les pouvoirs publics enchaînent à longueur d'année les campagnes de sensibilisation et adoptent des mesures coercitives pour freiner l'hécatombe routière. Un triste classement aujourd'hui, une hécatombe routière, un terrorisme routier. On peut utiliser tous les termes. Pour en parler, nous accueillons sur ce plateau Monsieur Hamouch Abdelrahman, bonsoir. Abdelwahab, excusez-moi d'avoir écorché votre prénom. Vous êtes expert en sécurité routière. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi. Nous avons également avec nous Monsieur Abdel Fattah Arab, je ne me trompe pas, chargé de la communication au niveau d'Info Trafic Algérie. Une page aujourd'hui suivie par des millions, on peut dire. On est à peu près à 2 800 000 voilà. De membres aujourd'hui. Donc vous jouez un véritable travail d'information et de sensibilisation. Merci d'être avec nous sur ce plateau. C'est moi qui vous remercie pour la Et nous avons par Skype avec nous Monsieur Fares Boubakour. Bonsoir. Bonsoir madame. Vous êtes enseignant et spécialiste en transport, logistique et supply chain management. Merci d'avoir accepté notre invitation, Monsieur Boubakour. Merci à vous, madame. Alors, on vient de le voir, un bilan macabre, des images qui font peur, effrayantes. La sonnette d'alarme doit être tirée aujourd'hui sur notre situation et agir autrement, puisque finalement, tous les mécanismes qu'on a mis en place aujourd'hui n'ont pas servi à freiner ce terrorisme routier. Monsieur Hamouch. Oui, tout à fait. Il faudrait... En fait, remettre les pendules un petit peu à l'heure. Nous sommes passés un petit peu à côté de ce qui devait être fait dans ce domaine-là. En fait, on a diffusé, produit à profusion des textes et dont la majorité n'a jamais été appliquée. Donc le meilleur texte au monde, c'est son application. Oui. Donc, ne vaut que par son application. Alors aujourd'hui, on parle du projet du nouveau code de la route qui a été présenté devant la Commission des transports et des télécommunications à l'Assemblée populaire nationale. Est-ce qu'on pense encore à aller vers le pénal, la coercition, être plus sévère? Est-ce que c'est finalement cela qui va faire que les automobilistes vont changer leur comportement? Est-ce qu'on parle de comportement aujourd'hui? Je ne sais pas, le législateur, quelle est l'arrière-pensée du législateur, mais personnellement, moi je pense que, bien entendu, le maître mot dans cette situation, c'est formation, formation, formation. Oui. Éducation, formation. Donc ça, nous n'avons qu'à nous inspirer de ce qui se fait dans tous les pays du monde. En fait, il y a un continuum de formation de l'homme de demain. Ça commence par la prise en charge de l'enfant dès son jeune âge. Nous avons un système national qui s'appelle l'éducation nationale. Et cette éducation nationale a sa part dans la formation du futur conducteur. Et puis même le conducteur en lui-même doit être peut-être réexaminé tout au long de de la vie, hein, peut-être réexaminé. On a commencé, j'ai parlé d'un j'ai parlé d'un continuum, et ça c'est le premier pas. Oui. Le premier pas, c'est l'enfant. On sort un enfant de son cocon familial
et il arrive sur un espace de mobilité, donc, et toujours sous la protection de son tuteur ou de sa tutrice, de sa maman, et on lui explique déjà dès le départ, voici la rue, voici le trottoir, voici le passage clouté, voilà comment on doit se comporter. Ça, c'est des véhicules automobiles. Ils constituent un danger, etc. Tout ce que la maman faisait dans le cocon familial à la maison doit être reproduit pour ses premiers pas dans un espace où on sort du cocon familial. Oui, et à condition que les parents, eux aussi, soient exemplaires dans leur conduite, ce qui n'est pas toujours le cas. Voilà, je vois un sourire qui se dessine sur les lèvres de M. Abdel Fattah Harab. Alors, vous avez commencé par l'information à travers votre page Facebook. Vous êtes retrouvé dans un engrenage finalement qui a nécessité que vous êtes devenu un acteur aujourd'hui de la société civile, une association, vous sensibilisez, vous informez. Comment peut-on expliquer aujourd'hui ce qui se passe sur nos routes? Est-ce qu'on peut l'expliquer? On peut l'expliquer facilement, donc, parce qu'on le vit. Donc, quand une personne vit quelque chose, elle le comprend. Donc, il faut envoyer le message exact au moment opportun. Donc, c'est pour ça que nous n'avons pas de peine à faire passer les messages. Généralement, les messages les plus efficaces, les plus perspicaces, c'est les images. Oui. Donc, c'est eux qui donnent l'impact. Les images chocs. Voilà, les images chocs, parce que je suis... Bon, il y a des écoles qui disent que non, il ne faut pas trop choquer les gens et tout. On peut être différent pour cette vue d'ensemble, mais voilà. Les images sont toujours très exprimatives. Voilà. Ça interpelle. Elle interpelle, elle donne à réfléchir et normalement elle contribue à la réaction qui est demandée, quoi. Donc on essaie d'alerter les gens. Donc voilà, en voyant ces images-là, ils sont alertés, ils sont attentifs et là on peut passer le message voulu qui est de faire attention et de se prévenir de tout ça. Donc voilà en général la nécessité de ces messages-là. Monsieur Boubakour, est-ce qu'aujourd'hui on a établi un diagnostic et est-ce qu'on connaît les causes aujourd'hui qui créent cette hécatombe sur nos routes? Tout à fait, madame. En fait, de nombreux diagnostics ont été menés ici et là, aussi bien au niveau du domaine de la recherche, mais également au niveau, institutionnel. En gros, il est question de savoir quelles sont les constituantes importantes de cette hécatombe, comme vous l'avez qualifié. C'est un peu, connu, mais le problème, à mon sens, c'est celui de passer à l'action. Or, passer à l'action dans le cadre d'actions sporadiques comme ça, au moment où il y a le plus d'accidents, donc on réagit un peu en fonction de l'émotion qui est naturelle. Quand on observe, il est vrai, de nombres importants lors des accidents. Donc du coup, on y revient tout le temps. À mon sens, au travers de l'expérience que j'ai pu acquérir, au travers notamment de certains projets de recherche que j'ai développés à l'international, dans le cadre de projets européens, l'idée est la suivante, c'est au-delà du diagnostic, comme vous l'avez si bien signalé, madame, c'est de construire une stratégie. Cette stratégie va toucher, d'une manière cohérente, l'ensemble des points. La formation, c'est important, comme l'a signalé mon ami Hamouche, mais également les autres aspects de communication, comme ça a été aussi dit par notre ami l'invité. Donc par rapport à cela, il y a énormément de choses à faire d'une manière stratifiée, d'une manière, scientifique, dans le sens où si on identifie une vision, où est-ce qu'on veut arriver en matière de système de sécurité routière, il faudrait, au travers du diagnostic, identifier les objectifs stratégiques à atteindre qui vont être, construits sur 2 ans, sur 3 ans, sur 5 ans. Ça peut être un plan quinquennal. C'est un peu l'exemple des autres pays. Et donc, à travers de cette stratégie qui peut piloter à un niveau le plus élevé aussi au meilleur celui de l'État, et à partir de là, on va mesurer l'atteinte des objectifs année par année. Cette expérience qui a été menée un peu par les pays européens a donné des résultats incroyables. Comme en Allemagne, par exemple, je pense, où en 3 ans, ils ont réussi à réduire drastiquement leur nombre de morts sur les routes.
Exact, madame. En fait, de l'ordre de 50%, rien qu'en investissant 10% du coût annuel des accidents de la route. Donc, comme on connaît un peu les coûts des accidents en Algérie, on peut faire sortir les 10% et l'investir chaque année, et on serait déjà sur la bonne voie pour pouvoir attendre, espérer des résultats avec un pilotage de la stratégie et avec des chiffres et avec des performances à mesurer en permanence et évaluer l'action. Je pense que le problème se pose en ces termes. Oui. Alors, évaluer l'action, aujourd'hui, il s'agit d'agir, on l'a bien compris. Parler de mécanismes qui ont fait porter leurs fruits dans d'autres pays. Aujourd'hui, quels sont ces mécanismes que nous pouvons mettre chez nous en place? Vous parliez tout à l'heure de formation, d'éducation, mais il faut agir aussi à quel niveau? On sait qu'aujourd'hui, parmi les jeunes, c'est les jeunes qui sont le plus, disons... on ne va pas dire responsables, mais ils sont les plus dans les accidents de la circulation, entre 18 et 30 ans. Donc, c'est de nouveaux permis. Est-ce que c'est la formation qui a fait défaut? Est-ce que c'est... Alors, les écoles remettent la cause sur les experts qui, eux, remettent le permis et pas sur la formation. Est-ce qu'il faut automatiser tout ça, numériser, pour qu'il n'y ait plus, justement, ce genre d'écart? En fait, je pense que on n'est pas là pour désigner le responsable de ces malheurs. Oui. En fait, le responsable de ces malheurs ne sont pas une catégorie d'individus, ni une frange de la population donnée, ni les jeunes, ni les moins jeunes, ni les vieux. Donc, le problème est un problème de cursus de formation tout au long de la vie de l'individu. Nous devons, si vous avez parlé des Allemands, vous avez parlé des pays européens, etc., s'ils sont arrivés à ce stade, c'est qu'il y a eu une politique, une stratégie qui a été mise en place et qui a donné ses fruits. Donc, nous n'avons qu'à essayer d'adapter un petit peu l'expérience des autres en ce qui concerne notre pays. La formation. Il y a une réalité. J'ai toujours signalé un fait suivant. Nous n'avons pas l'expérience allemande, nous n'avons pas l'expérience française. Nous sommes un pays qui a 60 ans d'âge. Nous avons un pays qui a 60 ans d'âge, un pays qui a accédé à l'indépendance où nous étions à plus de 96% d'analphabètes. Et dans tous les domaines, on a relevé le défi. Et aujourd'hui, l'Algérie se trouve en situation pratiquement parmi les grands pays exportateurs de diplômés. Donc, pourquoi avons-nous réussi dans certains domaines et nous avons failli dans celui-ci? Voilà. Donc, celui-ci a été tout simplement mal géré. Je suis désolé pour les gens qui gèrent ce secteur. C'est un domaine qui a été très, très mal géré. Donc, on n'a pas réussi à mettre en place les mécanismes. On a hérité d'une population de formateurs qui étaient des auto-écoles, qui avaient un niveau de 9e année fondamentale, qui ont fait avec... Ils ont fait avec toute leur bonne volonté, ils ont fait avancer la chose. Et aujourd'hui, nous sommes arrivés à un carrefour, nous sommes arrivés à une situation où nous n'avons plus le droit de bricoler. Ça, nous avons les compétences nécessaires. Nous avons les compétences nécessaires. Nous connaissons. Il faut une approche scientifique à ce problème. Pardon ? Il faut une approche scientifique à ce problème. Tout à fait. Aussi simple que ça. Aussi simple que ça. Et je vous promets dans un laps de temps très très court, on peut inverser la vapeur. C'est ce que nous espérons. Oui, bien sûr, on espère tous ça. C'est comme il a dit le monsieur. Voilà, il a très bien décortiqué la chose. Donc voilà, il faut continuer ça. Bien sûr, on doit utiliser les moyens de bord que nous avons, parce qu'on n'a pas la technologie, peut-être on n'a pas même la mentalité de ces pays-là. Mais on doit utiliser, on va fructifier leur expérience et essayer de. On va pas extrapoler directement, mais on va adapter tout ça avec les moyens qu'on a d'abord. Premièrement, les moyens financiers et humains qui existent, et après, bien sûr, refondre tout ça et pourquoi pas revoir complètement la formation
qui existe là maintenant, parce que on va le dire carrément. On parle de la nécessité de la refonte du système, par exemple, d'examen, de formation. Quand vous voyez tous les jeunes maintenant, ils sont plus branchés sur les multimédias, donc il faudrait revoir la façon d'inculquer ce savoir et voilà. Donc, les toucher à travers les médias et sensibiliser à travers cela. Et à très bas âge, comme l'a dit bien. Voilà, il faut commencer par les petits enfants, donc vraiment peut-être pourquoi pas même à la maternelle, du moment que l'enfant commence à découvrir son monde extérieur qui est la rue, donc il doit connaître c'est quoi cette rue, c'est quoi voilà le trottoir, le passage piéton. Il a son petit vélo, sa petite trottinette, c'est facile. Voilà, c'est les dangers qui le guettent. Donc comme on avertit, il faut faire attention au feu, ne pas s'approcher, l'électricité c'est dangereux, même la route, voilà, on doit l'expliquer, les dangers de cette route, parce qu'il va l'emprunter tous les jours avec ses parents, peut-être lui-même quand il sera un peu autonome en allant à l'école. Donc tout ça, c'est des savoirs qu'il doit les connaître, qui doivent être dispensés même à l'école. Donc il faut créer des heures et même des cours spécifiés. L'intégrer carrément dans le programme scolaire. C'est ça. Moi, je suis pour en fait, il y a deux aspects dans la formation du conducteur ou de l'homme de demain. En fait, il y a la formation et il y a la sensibilisation qu'il ne faudrait pas confondre. La formation est une chose, la sensibilisation est une autre. Voilà. Donc la formation, il faudrait avoir, comme vous l'avez si bien dit tout à l'heure, une stratégie à court, moyen et long terme. Donc cette formation doit toucher toutes les catégories de la population. C'est-à-dire, on a pris l'exemple du pré-permis, c'est-à-dire l'éducation nationale, qui va former cette population de jeunes. Et nous avons, au niveau de la formation de l'éducation nationale, nous avons des paliers. Nous avons l'examen de la 6e, ensuite nous avons le BEM ou le BEF, je ne sais plus comment on l'appelle maintenant. Voilà. Et nous avons le bac. Donc, au niveau de chaque palier, il faudrait qu'il y ait une certification concernant la prévention et la formation et la sécurité routière. Donc, quand on obtient quand on est admis à l'examen de 6e, nous avons le premier certificat. Cela fait partie aussi du civisme, puisqu'il s'agit du comportement du citoyen. En plus, c'est-à-dire que là, vous abordez le volet sensibilisation. Moi, je parle du côté éducation, donc formation. Donc, on reçoit, il y a un programme qu'on doit prodiguer à ces jeunes jusqu'à la 6e. Ils obtiennent un premier certificat. Après la 6e, nous avons le deuxième palier jusqu'au BEM. Jusqu'au BEM, nous avons aussi un programme à communiquer à ces enfants. À partir de cet âge-là, cet enfant va commencer au départ à utiliser une trottinette, ensuite un vélo, ensuite une motocyclette de moins de 225 cm3 qui ne nécessite même pas un permis de conduire. Donc si ce jeune-là qui utilise ce véhicule pour se déplacer ne connaît pas les rudiments, l'essentiel du code de la route, c'est qu'il s'expose et il expose les autres à un danger certain. Alors, c'est bien de pointer le doigt sur cela. Est-ce qu'il ne faudrait pas rajouter une aptitude psychologique aussi? Parce que, on l'a vu, Monsieur Boubakour, je vous donne la parole aujourd'hui. On l'a vu, l'hécatombe aussi qui se produit au niveau des transports des poids lourds qui emportent des dizaines de vies humaines. C'est effroyable comme catastrophe aujourd'hui. C'est des jeunes qui conduisent, qui n'ont pas conscience, qui ne dorment pas. Il n'y a pas de deuxième chauffeur, il n'y a pas le chrono-tachygraphe, si je ne me trompe pas, qui est censé contrôler le nombre d'heures roulées par le chauffeur. Les temps de repos, le temps de repos qui n'est pas respecté. Est-ce qu'il faut aussi évaluer l'état psychologique des conducteurs avant de leur donner ce permis? Très juste. Il y a justement des démarches, je dirais, scientifiques qui permettent d'identifier quelles sont les populations qui causent un peu, je dirais, ces accidents de la route, dans le sens où la loi s'appelle loi de Pareto, qui consiste à dire que 20% des conducteurs causent les 80% des accidents. Et c'est un peu ce qui se passe en matière de poids lourds. Donc quand on fait une analyse de ce type, on va pouvoir identifier qui sont, j'allais dire, les conducteurs qui causent les plus d'accidents.
De la même manière, on pourrait mesurer quelle est la partie du réseau qui cause le plus d'accidents en disant 20% du réseau des tronçons routiers cause les 80% des accidents. Une fois qu'on a mené une analyse de cette sorte-là, on va pouvoir adapter des plans d'action spécifiques en fonction de la catégorie. S'il s'agit de poids lourds, on va mettre un plan d'action davantage orienté vers eux. S'il s'agit d'enfants piétons, on va effectivement mettre un plan d'action adapté, etc. Ouais. Mais en tout cas, ceci dit, pour revenir sur un peu rebondir ce qui a été dit tout à l'heure, moi je pense qu'on a tendance à ne pas regarder un peu les chiffres. Globalement, l'Algérie, depuis une quarantaine d'années, a après les mêmes niveaux d'insécurité routière. C'est-à-dire on a à peu près le même nombre de tués dans les années 80 qu'en 2020. Et on a à peu près, un peu plus quand même, le nombre d'accidents. Pourtant, le parc automobile a bien évolué entre-temps. Exactement, exactement. Donc si on met en place les variables explicatives que sont le nombre de véhicules qui a augmenté, donc le parc automobile a été multiplié par 4 entre-temps. Nous avons une population qui a doublé. Nous avons un PIB qui a quasiment doublé également. Donc les indicateurs ou les facteurs qui favorisent les accidents ont été multipliés par 2, par 3, alors que le nombre d'accidents et le nombre de tués restent stable. Donc, par conséquent, il y a une maîtrise. Il y a derrière, je dirais, une stabilité, n'est-ce pas, de l'insécurité routière. Faudrait-il capitaliser là-dessus? Mais un tué, c'est toujours un tué d'un trou. Faudrait-il, il est vrai, développer maintenant des façons de faire qui ont donné des résultats par ailleurs. Oui. Donc à ce propos-là, moi je pense qu'un bon diagnostic, en fonction des catégories, en fonction du réseau, en fonction des insuffisances sur la formation, en fonction des insuffisances en matière de finances mises à disposition, on va pouvoir voir les points forts et les points faibles de notre système de sécurité routière. Et à partir de là, les objectifs stratégiques vont être, s'il y a des faiblesses, faudrait-il les atténuer, et s'il y a des points forts, faudrait-il aussi les consolider. Parce que derrière, et je termine là-dessus, c'est que si on a ce nombre de tués relativement stable sur 40 ans, ça veut dire qu'on a construit une autoroute, ça veut dire qu'on a dédoublé les voies de circulation un peu partout sur les réseaux nationaux, de telle sorte qu'on a des voies séparées pour le trafic, donc ça fait moins d'accidents frontaux, donc moins de tués, moins d'accidents. Et en plus, nous avons des technologies embarquées du type airbag, ABS, ESP, qui réduisent le nombre d'accidents d'une part, mais aussi qui réduisent la gravité quand l'accident arrive. Et tout ça, globalement, fait qu'on a un bon système de sécurité routière. Faudrait-il maintenant l'atténuer comme l'ont fait les autres pays? Les autres pays avaient, dans les années 70 et 80, ils avaient jusqu'à 20 000 tués par an. Ils sont arrivés à 2000, à 2800 par an. Parce qu'ils ont mis en place un système qui a donné des résultats. Il faut cibler les causes. De réduire cet hécatombe, comme l'a qualifié certains. Je termine rapidement là-dessus, madame. N'oublions pas que Internet et les réseaux sociaux et la télé, dans les années 80, on avait une seule chaîne. Maintenant, on en a une vingtaine. Donc, du coup, l'impact est beaucoup plus important. On voit, on ressent moins qu'avant. Et par conséquent, faudrait-il capitaliser sur ce qu'on a fait? Parce qu'il y a des efforts qui ont été faits ici. Alors, merci. Voilà, vous avez un peu fait le diagnostic de la situation. Vous me disiez, Monsieur Hamouche, avant l'émission, que nous avions un réseau routier, un des meilleurs en Afrique aujourd'hui. Bon, les chiffres apparemment concordent également, puisque ça n'a pas évolué, mais il reste encore des efforts à faire. On l'a vu, notre réseau routier aussi peut parfois causer des accidents de la circulation. Oui, c'est vrai. Bon, d'abord, je suis subjugué par l'analyse. Oui, l'analyse scientifique. Voilà, c'est ce qu'il faut. Oui. Donc, il faut que le pouvoir public algérien, bon, je ne vais pas dire qu'il il ferme les yeux sur ça, mais voilà, donc avec une analyse scientifique, on peut arriver à vraiment diagnostiquer vraiment la chose. Oui, c'est ça. Donc avec la délégation nationale, ça fait pas longtemps, là, il y avait des journées d'ateliers qui ont été faits au niveau du ministère du Transport, où il y avait, ça a résulté sur une plateforme qui donnait
beaucoup de recommandations, Oui. pareil. Et voilà, c'est ce qu'il faut. Voilà. Pour solutionner un problème, d'abord il faut le comprendre Oui. et connaître les vraies causes de ces Oui, c'est problèmes. Et là, c'est la moitié de la ciblés. solution. Pour revenir un peu sur ce qui a été dit, ce qui fait un peu ce qui défraie les chroniques, c'est sur ces accidents de la circulation causés Oui. par les poids lourds. Est-ce que c'est l'état du véhicule? Est-ce que c'est l'état du conducteur en lui-même? C'est un tout. C'est toujours un facteur. C'est un tout. Généralement, un facteur d'accident, il y a le premier qui vient, c'est vraiment le facteur humain. Ouais. Après, il y a l'état de la route et après l'état du véhicule. Donc tout ça rentre en considération. On a vu, Donc, les moyens de transport, généralement, excusez-moi, pour le secteur privé, sont en mauvais état. Il n'y a pas de suivi derrière. Le conducteur n'a parfois même pas la tenue adaptée. Pour les longs trajets, peut-être moins. Mais il y a une inconscience dans l'acte de conduire. Oui, la conscience, elle est palpable. Bon, on ne va pas incriminer tout le monde, ça c'est vrai. Mais on va dire que c'est la majorité criante. Donc, on constate ça. Donc, voilà, comme vous avez dit, des fois il y a une inconscience. Des fois, les chauffeurs, ils sont pris de court parce que ce n'est pas leur véhicule. Donc, généralement, comme les camions et tout, donc ça appartient à la société. Peut-être qu'il transmet, mais vas-y, continue avec ses pneus, on verra. Et on verra. Et après, voilà, on arrive à des résultats qui ne sont pas souhaitables. Ils sont dramatiques. Hein. On parle de tuer, mais on ne parle pas aussi des handicapés qui ont des conséquences terribles sur les familles. Les conséquences, elles sont terribles pour tout le monde. C'est des revenus en moins, c'est un coût supplémentaire. Alors, Monsieur Hamouche. Oui. Alors, là, en fait, nous arrivons à la sensibilisation après avoir abordé les causes, les conséquences, les études, les causes, etc. Et là, on arrive à la sensibilisation. La sensibilisation est un élément très important dans la vie du conducteur tout au long de sa carrière. Il y a des parties qui doivent prendre leur part de responsabilité, qui est l'entreprise algérienne. L'entreprise est tenue par la loi d'assurer une formation, une sensibilisation. En fait, c'est une responsabilité pénale pour l'employeur. L'employeur est censé former et protéger son salarié contre tout risque professionnel. Et quand on parle de risque professionnel, c'est le citoyen lambda qui part le matin de chez lui en allant vers son lieu de travail et qui fait un accident au cours de route. Ça, c'est un accident de travail. Et s'il n'a pas été sensibilisé par son employeur, c'est une part de responsabilité. Donc, nous vivons avec des entreprises étrangères qui sont installées en Algérie et dont la sécurité, la prévention, etc. fait partie de leur charte, de la charte de l'entreprise, qui font appel à nous pour sensibiliser et pour donner des cours de conduite défensive. C'est-à-dire que là, on peut, les failles qui existent depuis la formation, on peut les combler par la sensibilisation et par des cours de conduite défensive. Est-ce que le métier est professionnalisé ou est-ce qu'il faut le professionnaliser davantage ? Se professionnaliser, vous parlez de qui? De conducteur, de l'automobiliste. Mais bien entendu, c'est un conducteur. Vous savez, la loi algérienne a prévu un certificat. En fait, c'est un brevet professionnel pour les usagers de véhicules qui utilisent des véhicules professionnels. Donc, toutes les catégories confondues. Donc, là, à partir du moment où vous êtes professionnel du volant, je commence par le véhicule léger. Vous êtes conductrice ou conducteur d'un taxi. Faire ce métier-là a ses règles. On doit aller à la conclusion, on arrive un peu au terme de l'émission. Je vous écoute pour faire plus court. Voilà, donc on avance. Donc que ce soit le chauffeur de taxi, que ce soit le conducteur de transport de marchandises ou de personnes, il est censé détenir
un brevet professionnel, chose qui a été annoncée ça fait longtemps et qui n'a pas été mise en œuvre. Voilà. Alors, pour terminer, en quelques secondes, s'il vous plaît, alors on a essayé de le retrait de permis, on l'a retiré, on a mis des amendes supplémentaires. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est un manque dans la rigueur de l'application de la loi aussi? Il y a aussi des passe-droits. Est-ce que la loi n'est pas suffisamment appliquée sur le terrain? On va dire que bon, les textes, comme l'a bien précisé, les textes ils existent. On parle de l'application, les textes ils existent. Donc oui. maintenant c'est l'application, il faut être plus rigoureux, il faut enlever tous ces passe-droits parce que c'est là où tout le monde peut passer. Et je pense que tout ça doit marcher en même temps, donc la prévention, sensibilisation et formation. Donc il ne faut pas oublier un paramètre par rapport à l'autre ou l'avantage. Et puis doter nos routes aussi des infrastructures nécessaires, oui, les routes, des panneaux de signalisation. Maintenant, en disposant de vraiment un réseau routier. On parle de faits tricolores, de panneaux de signalisation. Mais surtout les signalisations, surtout, on va dire, c'est un petit message, surtout la signalisation horizontale, parce qu'on ne peut pas avoir toutes les routes algériennes qui sont éclairées, ça c'est du domaine de l'impossible, mais au moins la signalisation horizontale qui soit conforme. C'est toujours utiliser une peinture adéquate, réfléchissante. C'est une peinture réfléchissante qui reflète la lumière des voitures et qui permet d'éviter beaucoup d'accidents parce qu'il y a beaucoup d'accidents. Sortir de la route. Généralement, la sortie de route, c'est par rapport à ça. Oui. Parce qu'on ne distingue pas entre le goudron et la chaussée et les limites de la chaussée par rapport à ça. Donc au moins, c'est un geste qui coûtera pas. Oui, ce qui coûtera pas trop cher pour le budget national, mais qui sauvera beaucoup. Les coûts des accidents coûtent plus cher. Oui, bien sûr, comme l'a si bien dit, 10% de ça. On pourra arranger beaucoup de choses. Voilà. Merci messieurs d'avoir participé à ce débat. Merci monsieur Boubacour d'avoir été aussi avec nous et d'avoir participé à cette émission. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Je vous souhaite une très bonne fin de soirée sur Canal Algérie et je vous dis à mercredi prochain.